Alors moi, aujourd'hui, je suis très content donc de pouvoir te parler en même temps à travers toi et à travers cette vidéo Skype à tous les internautes qui nous écoutent à l'heure actuelle et tous les fans de Bodybuilding Rules qui sont, on le sait, hein, même toi tu t'en as aperçu, de plus en plus nombreux. Donc voilà, très fier de pouvoir te parler aujourd'hui et très content d'aborder ce qui me touche particulièrement, c'est-à-dire un entraînement qui va être ta méthode, on va l'expliquer plus en détail. Un entraînement basé sur la qualité des mouvements, une amplitude complète de ces mêmes mouvements, une concentration maximale. Là, je fais un résumé très rapide pour les Ouais, internautes. Et maintenant, je vais te laisser un petit peu en parler, mais juste dire encore un dernier mot, parce que les internautes se sont aperçus que je parle beaucoup, mais je pense qu'avec toi, ça va être pas mal en termes de dialogue. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, Francis Benfat, c'est, on va donner quelques surnoms, hein. Le Sphinx, Mass With Class, comme on dit les Américains. Tu as côtoyé l'élite, tu fais partie pour moi de la légende du bodybuilding, hein, légende vivante. Hein. Donc on connaît un petit peu ton parcours, champion de France, je crois que c'était en 82, c'est c'est ça. ça, en 82, avec un, 1982 à Saint-Étienne. voilà, avec un poids de corps, je crois, qui était Ouais, sous j'étais à les, Saint-Étienne. sous les 65 Et kilos, je crois. j'étais en dessous des 67 500, c'est exact. Et tu sais, j'ai été vraiment impressionné par le lieu de la compétition. C'était dans un théâtre magnifique. Et il y avait beaucoup de monde en tant que spectateur. Et l'ambiance était exceptionnelle. L'éclairage, tout y était. Tout y était. Et bon, c'était un peu les années, si tu veux, croissantes du bodybuilding, les années montantes. Et bon, l'apogée en France et peut-être en Europe également, c'est situé à mon avis début 90. Oui, début Donc on 90. est voilà, début 90 et on était en pleine ascension et c'est vrai que c'est un souvenir euh, impérissable dans ma tête. C'est mon En- premier titre de champion de France et puis c'est là que j'ai eu un petit peu foi et que j'ai commencé à croire en mes possibilités, en mes capacités. Et je me suis dit que bon ben il y avait de fortes chances que je fasse une carrière nationale et certainement internationale. C'est à cette période-là que j'ai ressenti ça. je parle sous ton contrôle, mais après ta deuxième place au championnat du monde, je crois que tu étais le premier ou peut-être parmi les seuls à avoir eu une carte professionnelle à ce moment-là, puisque tu as été repéré par la famille Wader, hein. C'est ça. Et Même après, pas oui, je t'en prie, dis-moi tout. Par Joe Weider lui-même. C'est la première fois que je rencontrais Joe Weider. Ben Weider, je l'avais déjà vu, notamment championnat d'Europe, lorsque j'y participais pour la première fois en 83. Mais Joe Weider, c'était la première fois. Et puis Joe, c'est si tu veux, l'homme médiatisé, l'homme qui a su faire parler de lui et faire parler du bodybuilding grâce à ses revues spécialisées. Donc c'était quand même un événement pour moi que de rencontrer. Et puis donc à l'époque je parlais pas l'anglais. C'était donc en 1987 au championnat du monde après ma deuxième place donc deuxième place dans la catégorie des moins de 80 derrière Mabrouk. Et je pense que Joe Weider, c'était la première fois qu'il proposait à un athlète de passer professionnel. Je pense qu'il a eu une crainte que je sois déçu et que j'arrête là, si tu veux, ma carrière en tant qu'amateur et que je n'ose peut-être pas continuer et passer professionnel. Et c'est peut-être un petit peu ce qui a fait sa décision. Et donc c'est là que on proposait à l'époque à un amateur de passer professionnel sans avoir été champion du monde, puisqu'à l'époque, dans les années 80 et notamment en 87, uniquement un champion du monde pouvait prétendre à passer professionnel. Tout à fait. En Donc tout c'est comme cas, ça que ça se... on peut dire qu'il a très bien fait, hein, surtout pour nous, moi qui étais grande fan de toi, on a une dizaine d'années d'écart. Je me souviens de toi dans les magazines, je me souviens de toi bien sûr à cette fameuse performance dont on a parlé avant de commencer l'enregistrement, petit aparté pour les internautes et les fans qui nous suivent. En 1990, un Francis Benfat au sculptural, 1 m 83, 112 kg, 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 112 kg
très très léger, 73 kilos je crois. Et donc, au-delà de ça, il y a eu toute une renommée internationale pour toi, puisqu'on te voyait non seulement dans les magazines, dans les meilleures places à Olympia, comme un top 6, c'est une sacrée performance. On te voyait dans des vidéos d'entraînement de la méthode Wader. Je me souviens de cassettes VHS dans lesquelles on te voyait t'exprimer, etc. En tout cas, dans pas mal d'articles à ce sujet-là. Donc voilà, on pense qu'il a très bien fait et qu'il a su surtout miser sur ton esthétique, puisque quand on parle d'esthétisme en bodybuilding, et je pense que beaucoup d'internautes qui nous écoutent à l'heure actuelle seront d'accord avec moi, on parle souvent de Frank Zane, de Francis Benfat, de Bob Paris, mais Francis Benfat il arrive ou en premier ou en deuxième avec Frank Zane. Tu dois être non seulement content de ça, mais je pense que c'est une suite logique de ce que tu as voulu de ton entraînement, c'est-à-dire un corps sculptural, symétrique, élégant, esthétique. Oui, complètement. J'ai su que j'étais esthétique en 1982, encore une fois, lorsque j'ai remporté le titre de champion de France. C'est Lucien de Meillès, à l'époque, qui me comparait à Frank Zane. Et donc c'est à cette époque-là, si tu veux, que je me suis aperçu que j'avais une silhouette, que j'avais un physique qui était esthétique, qui avait une certaine symétrie, et donc que c'était un atout, puisque Frank Zane, qui lui était cité comme Monsieur Symétrie et puis comme un culturiste très esthétique, très agréable à l'œil, a été 3 fois consécutivement Monsieur Olympia en 1977, 78, 79, grâce à son physique. Il a battu des légendes et des physiques beaucoup plus impressionnants que lui au niveau de la taille des muscles et même de la densité, comme Robbie Robinson ou bien Mike Menzer, qui était beaucoup plus lourd et beaucoup plus volumineux et dense que lui. Tout simplement grâce à son physique esthétique, symétrique. Et puis Frank Zane, c'était le maître de l'illusion aussi à l'époque sur scène. Oui. Donc il savait très bien, si tu veux, faire en sorte de montrer ses points forts, de camoufler ses points faibles et de créer une illusion sur la scène qui en fait le faisait paraître plus développé et plus impressionnant que ce qu'il était en réalité. Oui, oui. Donc, parce que c'est vraiment un magicien. Votre point commun, on dira, c'était d'être tous les deux, je dirais, des poids légers par rapport à ces mastodontes de l'époque et encore plus à l'heure actuelle. Et surtout, un autre point commun, c'était cette qualité artistique que l'on pouvait donc voir sur scène, mais poussée à son extrême. Parce qu'encore une fois, quand moi il m'arrive de regarder certains de tes posings sur YouTube, voilà, on prend un moment de plaisir quand on est un adepte et un fan de bodybuilding, comme tous les fans d'ailleurs du magazine, puisque voilà, c'est une maîtrise du geste, du positionnement, de la mise en valeur en effet de ses points forts et cacher ses points faibles. Donc voilà, c'est un art en fait. Donc un art que tu as su maîtriser, et à tel point que tu as pu battre en effet des beaucoup plus gros que toi. On se souvient donc de cette très belle performance, je pense parmi les inégalés en fait, 6e à Olympia, alors que tu as battu cette année-là des mastodontes. Bah oui, un exemple, le champion du monde sortant qui était Jean-Pierre Fuchs, il me semble, si je raconte pas des bêtises, c'était le champion du monde 1989. Non, c'était Fabre. Tu te souviens du Suisse ? Oui, Jean-Luc Fabre. Oui. Jean-Luc Fabre. Voilà, donc il venait de remporter les championnats du monde en poids super lourd. Et donc, je crois qu'en 1990, pour son premier Olympia, c'était mon deuxième, il prenait la 15e place et je faisais 6. Jean-Luc, qui nous suit d'ailleurs dans le magazine, qui a eu un article dans le magazine Bodybuilding Rules, qui était voilà, au niveau européen aussi une sacrée, un sacré physique quand même. Moi, lorsque j'ai vu Jean-Luc lors d'une séance d'entraînement, et notamment après la séance d'entraînement, c'était en 1990 à Chicago, dans l'hôtel, il y avait Mohamed Benaziza, Momo, qui s'entraînait, et il y avait donc Jean-Luc Favre. Jean-Luc, je confonds avec Jean-Pierre Fuchs. Jean-Luc qui s'entraînait et il faisait, je crois, une séance de pectoraux.
Bon, il était renommé pour l'épaisseur de ses pectoraux, inégalée. D'ailleurs, il avait une pose de poitrine exceptionnelle. Et pour ses biceps. Et il devait faire, je pense, à cette Olympia dans les au moins 110 kilos pour un bon mètre 80. Alors que je ne faisais que 73 kilos pour 1m70. Tout à fait. Donc, Et c'est vrai que en revenant un petit peu sur ce qu'on disait au niveau de l'esthétisme, de la façon de montrer ses points forts sur scène et de camoufler ses points faibles, et puis de faire passer le courant, de faire passer aussi un certain aura, si tu veux, entre le spectateur et moi-même, ou les juges et moi-même, a fait que j'ai impressionné suffisamment les juges pour obtenir la 6e place. tu es revenu à la compétition. On pourra revenir dans d'autres vidéos hein, pour les internautes sur tout ce passé bodybuilding, compétition. Tu as cité Momo Benaziza, on en parlera, je pense, d'autres fois parce qu'il a marqué aussi ce sport, même s'il nous a quittés tragiquement. Et évidemment. tu es revenu donc en 2006, Grand Prix d'Australie, 6e. Donc tu as stoppé ta carrière, je le rappelle pour les internautes, en 92, si je me trompe pas. Hein. C'est ça. Voilà, donc tu te trompes pas. tu reviens donc 8 et 6, 14 ans plus tard, un poids de corps de 92 kilos. Tu fais une 6e place, je pense que c'est un des comebacks les plus fracassants qu'on a pu avoir dans l'histoire du bodybuilding. Donc petit fil conducteur pour nos internautes, c'est parce que voilà, je voulais parler de longévité. Et là, on peut commencer à parler non seulement de ton approche de l'entraînement, puisque avant qu'on enregistre encore une fois, on discutait un petit peu de comment ça t'est venu. Bien tout simplement, on parle de 40 années d'expérience hein, chez Francis Benfat. On parle d'expérience de plusieurs techniques que tu as utilisées, abandonnées, peaufinées, jusqu'à arriver à une approche qui est la tienne, qui est basée sur quelque chose de tangible, moi j'allais dire, hein, qui permet donc de s'entraîner qualitativement plutôt que quantitativement, avec encore une fois une application totale, que ce soit au niveau musculaire et nerveux. Alors là, je te laisse la parole puisque c'est ta partie maintenant. Donc moi, ma question c'était pour qui s'adresse cette nouvelle approche dont on va parler hein, de ton entraînement, pour qui, comment, pourquoi. Voilà, si tu peux un peu nous expliquer un peu ceci, donc, et le résumé, on l'approfondira progressivement hein, au fur et à mesure des vidéos. Alors, cette méthode d'entraînement-là, qui m'est venue lors de ma préparation au Grand Prix d'Australie, puisque j'étais extrêmement motivé, ma préparation a été la plus longue de ma carrière, professionnelle et amateur, puisque je me suis préparé près d'1 an, avec en tête de revenir dans une forme exceptionnelle, sans savoir quelle forme j'allais pouvoir obtenir, puisqu'à l'époque, il faut se souligner, j'avais 48 ans. Donc, je ne savais pas du tout, après 14 ans d'absence, si tu veux, en compétition, et 14 ans pendant lesquels je n'étais plus en préparation. Si, j'étais en préparation pour des démonstrations, puisque j'ai toujours fait pas mal de démonstrations, et donc je me devais d'être en grande forme pour ne pas décevoir l'organisateur et puis les fans et les spectateurs. Donc j'avais des démonstrations depuis, si tu veux, ma retraite des compétitions jusqu'au Grand Prix d'Australie et ma préparation au Grand Prix d'Australie. Mais ce type, si tu veux, de préparation en compétition était nouveau pour moi, puisque c'est la première fois que j'ai compris, lors de cette préparation, l'importance des ressources, l'importance d'éviter de trop en faire. Et ça m'est venu tout au long de cette préparation. Et c'est là que j'ai beaucoup appris quant à comment stimuler au mieux et donc au plus. Alors pourquoi donc? Lorsque on stimule au mieux un muscle, on peut espérer le stimuler au plus. Donc c'est le mieux qui m'a intéressé. C'est-à-dire comment faire pour stimuler la croissance musculaire sans trop de ressources. Donc oui, Francis, tu nous disais, parce que pour les internautes, je veux préciser aussi que si parfois vous voyez
quelques petites micro-coupures, vous inquiétez pas, hein. La technologie, c'est très bien, mais c'est quand même aussi, il faut savoir que Francis, il est à Cape Town, c'est en Afrique du Sud, c'est tout en bas, Ouais, et moi je suis en absolument. Corse, c'est tout en haut. Donc déjà, c'est pas mal, Francis, hein, qu'on puisse donner ça à tous les fans et tous les internautes. Donc on disait, comment utiliser et stimuler au mieux donc la croissance musculaire et le muscle avec un minimum de ressources. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, l'idée, étant donné que nous ne sommes pas tous les jours en grande forme, il faut essayer d'utiliser uniquement les ressources pour travailler le muscle et non pas utiliser des ressources pour lever la charge. C'est-à-dire que lorsque on travaille trop vite, lorsqu'on donne des à-coups, ce qui se passe, c'est qu'on utilise des forces extérieures. Donc, il n'y a pas, il y a du gaspillage. Il n'y a pas que le muscle qui travaille. Il n'y a pas que le muscle qui soulève la charge. Mais il y a d'autres forces extérieures. Il y a d'autres choses qui interviennent, qui, si tu veux, utilisent des ressources qui sont pas nécessaires. Donc, c'est une forme de gaspillage qu'on pourrait utiliser pour le muscle uniquement et non pas pour autre chose. Les Américains disaient, donc là on pourra reprendre sur ce qui est ton concept, hein, l'expression, ils disent mind in the muscle, donc l'esprit dans le muscle. Voilà, ça fait partie aussi des éléments, si tu veux, qui assemblent la méthode d'entraînement. Le fait d'être concentré sur le muscle et pour ce faire, de ressentir le muscle travailler, va faire en sorte d'avoir un maximum d'atouts pour pouvoir isoler le muscle pendant l'exercice. Prenons l'exemple d'un curl avec haltère pour les biceps. Oui. Curl alternatif. Bon, le fait de travailler lentement, de faire un mouvement complet et de bien ressentir le muscle travailler, va permettre une concentration optimale puisqu'on est lié au muscle, on est en connexion étroite avec le muscle grâce à cette sensation musculaire, grâce à cette douleur musculaire. Donc, c'est important d'avoir une relation étroite entre le muscle exercé et le cerveau, de façon à conserver un rapport étroit et à utiliser un minimum d'énergie. Mais il faut pas penser que c'est pas lourd, que la charge n'est pas lourde. En tout cas, elle est la charge. Elle est lourde, mais pour le muscle exercé. La façon dont je m'y prends et ce que je préconise, c'est d'utiliser à bon escient la charge en faisant un mouvement lent, complet, avec une extension et une contraction complète, en ayant des angles de travail qui sont appropriés, de façon à favoriser la sensation musculaire et donc l'isolation du muscle, en allant jusqu'à l'échec musculaire, c'est-à-dire là où il ne sera plus possible d'exécuter une répétition de plus, et ce, malgré un effort maximum. Tous ces éléments-là, si tu veux, vont faire que la charge va devenir lourde, mais pour le muscle. Parce qu'on va tout faire pour créer une difficulté pour le muscle. Le souci permanent, c'est de créer une difficulté pour le muscle exercé, de façon à le stresser au plus. Et en stressant le muscle au plus, on va le stimuler au plus et utiliser donc un maximum de fibres musculaires qui composent le groupe du muscle, le groupe de muscles. Sur la qualité du mouvement et la relation du poids par rapport à la qualité du mouvement, on a tous vu dans de très nombreuses salles de gym des athlètes, des utilisateurs lambda, hein, je dirais, de poids et haltères, qui font des rebonds exagérés, donc qui font intervenir, comme tu disais tout à l'heure, d'autres muscles plutôt que celui qui était ciblé. Donc, ou des forces extérieures. Ou des forces extérieures, en effet. Et tout ceci, ça engendre, puisque moi j'ai 43 ans, toi tu es un petit peu plus âgé que moi, mais tu ne les fais pas du tout.
Ça engendre donc des difficultés de récupération, des blessures. Donc quand tu disais de cibler un muscle bien précis, c'est cibler un muscle et pas des tendons, des articulations qui vont souffrir avec des charges qui ne sont pas en adéquation avec une qualité de mouvement qui serait suffisante en effet pour stresser la fibre musculaire et créer ce processus d'adaptation pour que le corps se régénère et soit plus performant, plus puissant. Mais c'est complètement ça. Encore une fois, tu as mis le doigt dessus, et c'est le souci permanent, c'est d'augmenter les difficultés et non pas la difficulté. Jusqu'à présent, le souci permanent était d'augmenter la difficulté, à savoir la charge. La charge. Là, il n'est pas question d'augmenter uniquement la charge, quoique elle augmente au fil des séries et durant la phase, si tu veux, la phase d'entraînement dans laquelle on se trouve, puisque je préconise plusieurs phases d'entraînement. Donc, la phase d'échauffement, la phase intermédiaire, et puis la phase, si tu veux, de stimulation. Chaque phase, si tu veux, comporte un certain nombre de séries et un certain nombre de répétitions. Le début de la séance d'entraînement, si tu veux, est facile pour permettre à l'organisme, pour permettre aux muscles et surtout au cerveau de s'adapter à un effort progressivement plus important, à une difficulté progressivement plus forte. Donc on essaie, si tu veux, avec ce genre de travail, de compliquer la tâche pour le muscle, avec un angle de travail choisi qui va faire en sorte que le muscle va forcer plus. Donc l'angle de travail est important, la vitesse d'exécution doit être lente, de façon à recruter un maximum de fibres musculaires lors de l'extension complète, de la contraction complète, durant chacune des phases du mouvement. Qu'est-ce qui fait l'innovation de ton approche, d'entraînement, puisque tu en as expérimenté beaucoup, hein. Je suis sûr que tu es passé par le lourd, tu as testé, tu as peut-être mis de côté, tu vas nous en parler juste après. Tu as testé, j'imagine, toute la panoplie, puisque tu étais athlète wader, donc des méthodes d'entraînement wader qui, certaines, il les a peaufinées, mais d'autres, il a repris ce qui existait depuis très longtemps, hein, parce que bodybuilding, c'est bien avant Joe Wader aussi, même si lui l'a développé et a fait ce qu'il est aujourd'hui. Donc, série géante, triceps, superset, tout ce genre de choses, en fait. Le point commun à tout ceci, c'est encore une fois la qualité du mouvement, la relation muscle-esprit. L'innovation, justement, que tu veux apporter à tous les fans qui t'écoutent aujourd'hui, réside à quel niveau exactement? Bon, ce qu'il est important de mentionner, c'est que toutes les méthodes d'entraînement donnent des résultats. On est d'accord. Toutes les méthodes d'entraînement sont productives. La preuve en est, c'est que toutes les méthodes d'entraînement ont donné, depuis la naissance des compétitions, les champions. Donc, à l'époque de Reg Park, de Bill Pearl, ces athlètes-là s'entraînaient extrêmement lourd. Reg Park faisait des squats à 250 kg et des développés couchés à plus de 150 kg en série. Il faut le savoir. Et on parle des années 40-50. Donc, le travail lourd donne des résultats. Le travail intensif, à savoir faire un maximum de travail ou de séries, si tu préfères, en un minimum de temps, ce qui crée l'intensité, donne des résultats également. Les techniques d'entraînement, comme par exemple les répétitions forcées, le travail explosif, le travail lourd et court, les répétitions trichées, etc., donnent des résultats sur la croissance musculaire aussi. Donc, la particularité, si tu veux, de ma méthode d'entraînement, c'est qu'elle s'adresse à toutes et à tous, au plus grand nombre de pratiquants. Je m'adresse ici à 99% de la population des gyms, non seulement en France, mais ailleurs. Donc, c'est ces gens-là, si tu veux, qui ont une génétique plus ou moins bonne, et je dirais moins que plus,
puisque les personnes qui ont une génétique favorable, en règle générale, font des compétitions ou obtiennent des résultats assez rapidement. Les autres peuplent les gyms. Et c'est à ces gens-là que je m'adresse. À ces gens, si tu veux, qui n'ont pas la génétique qui convient, qui ont beau s'entraîner lourd, intense, en appliquant des méthodes d'entraînement, des techniques, etc., n'obtiennent pas les résultats escomptés. Et c'est à ces gens-là que je m'adresse. Les autres, si tu veux, font partie de l'élite de notre sport. Et ces gens-là peuvent s'entraîner rapidement, lourdement, intensément, longtemps, fréquemment. Ils obtiendront des résultats sur le développement musculaire. Et donc, c'est là où, si tu veux, ma méthode se différencie. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience de la génétique. Il y a une prise de conscience que très peu de personnes qui s'entraînent aux résistances obtiennent des résultats positifs. Et pourquoi? Parce que ces personnes-là qui s'entraînent ont une tendance à imiter la tendance. Et la tendance, c'est de travailler lourd. Alors, tu as tout à fait raison. Et c'est ce qui a fait aussi que j'ai eu l'idée un jour de vouloir créer, enfin, l'idée folle, hein, de créer le magazine Bodybuilding Rules, puisque ceux qui nous écoutent savent que moi, je ne pratique pas la langue de bois, que dans tous ces anciens magazines français ou internationaux que j'ai lus dans le passé, bien sûr, je m'en suis inspiré pour m'entraîner, pour m'alimenter, etc. Mais qui a une part qui est trop marketée, en fait. Il y a un trop gros marketing. Moi, j'aime l'approche plus directe, j'aime le franc-parler. J'aime entendre, comme tu dis, que 99% de la population, ce sont ceux-là qui peuplent les gyms, et c'est simplement 1% qui vont être l'élite, qui en effet s'entraînent exagérément parfois et très très lourd et continuent de progresser. Donc, nous, on s'adresse aujourd'hui, toi et moi, à nos fans, les tiens, les miens, à tous les pratiquants de bodybuilding qui sont confrontés à des problèmes de stagnation et à des problèmes d'incompréhension générale, puisque on peut lire dans un article sur un blog, sur un site internet, dans un magazine américain, pas chez Bodybuilding Rules, parce que Bodybuilding Rules, on dira, vous pouvez pas devenir comme Francis Benfat en 15 jours, en 1 an, en 2 ans. Moi-même, j'ai beau m'entraîner depuis très longtemps, j'ai des phases de progression, de régression, de stagnation. Alors j'essaie de les analyser, j'essaie de comprendre pourquoi. Et ce qui me plaît dans ta méthode, et c'est ce qu'on va essayer de faire comprendre aux internautes, puisque nous on n'est pas là pour parler de manière dogmatique, dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas que ta méthode, il y a toutes les autres. Sauf que la tienne, elle est optimale, en ce sens que elle optimise le temps passé au gym, elle minimise les blessures, elle focalise davantage sur l'essence même du sport bodybuilding, c'est-à-dire travailler un muscle, le développer. Donc moi, c'est dans ce sens-là que j'ai vraiment aimé donc faire le magazine. Aujourd'hui, avoir la chance de pouvoir discuter voilà, avec un dialogue comme toi, comme on le fait maintenant pour tous les internautes, puisque c'est vraiment ça pour moi la clé de ta méthode et ce qui est vécu par 99% des internautes qui nous écouteront. Voilà. C'est ça. Et donc, cette méthode-là, elle est intéressante parce que, hormis, si tu veux, les éléments cités auparavant, elle est intéressante parce qu'elle est applicable. Elle est applicable non seulement lors d'une séance d'entraînement, tout au long d'une séance d'entraînement, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la possibilité de s'entraîner fréquemment. Donc, au lieu, si tu veux, de faire trop d'exercices, de faire trop de muscles dans une séance, on peut reporter la suite du programme au lendemain ou au surlendemain parce que chaque séance compte. Chaque séance est positive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet secondaire sur, par exemple, comme par exemple une fatigue extrême. L'idée, c'est de fatiguer le muscle et non pas de fatiguer l'organisme tout entier. Donc c'est pour ça que c'est une méthode un petit peu subtile où on va essayer d'isoler l'effort du muscle. Il faut que ce soit le muscle qui crée l'effort et non pas le corps entier, si tu veux, qui soit au service de l'effort. Et c'est ce qui permet de s'entraîner fréquemment et donc d'être efficace.
à savoir sans perte de temps, sans perte d'énergie et de conserver une motivation. Le fait de conserver une motivation, puisque cette méthode-là est accessible, va nous permettre de continuer à nous entraîner sans rupture, si tu veux, sans interruption entre des cycles d'entraînement qu'on pourrait avoir. Lorsque l'entraînement devient trop difficile, il devient forcément trop taxant, trop demandant pour l'organisme, pour le système nerveux notamment, mais aussi pour le cerveau. Et donc, on a tendance, la fois d'après, à en faire un petit peu moins, ou au contraire, d'en faire un peu plus en durée, mais qu'il n'y ait pas l'intensité nécessaire pour stimuler la croissance musculaire. Donc, on va régresser, on va être démotivé, et il se peut qu'on arrête l'entraînement, qu'on stoppe l'entraînement pendant une semaine, 15 jours, 3 semaines, parce qu'il va y avoir des occasions qui font qu'en plus de celle-ci, on va arrêter, on va stopper l'entraînement. Donc, avec cette méthode d'entraînement-là, encore une fois, il n'y a pas de gaspillage, et la motivation va rester quasiment constante. Donc, il va y avoir des résultats. On va pouvoir maintenir ces résultats puisque la méthode n'est pas trop taxante, pas trop demandante. On va maintenir ces résultats pendant un moment, on va être sur un palier et ensuite on va améliorer ces résultats-là puisqu'il y a toujours cette possibilité de s'entraîner de façon optimale sans fatiguer outre mesure l'organisme, mais plutôt le muscle. Donc encore une fois, il faut bien garder en mémoire de fatiguer le muscle, de se servir du muscle et non pas de l'organisme tout entier lorsque on s'exerce. Alors, pour moi qui suis, je disais tout à l'heure, partisan d'innombrables méthodes, puisque moi je vois le sport, moi je suis pas un athlète qui pratique donc des compétitions, je ne te cache pas que malgré que j'avance en âge, c'est peut-être ce que j'aimerais faire un jour, et peut-être que grâce à cela aussi je montrerai que malgré qu'on soit un quadragénaire, qu'on travaille, je travaille beaucoup quand même dans la journée, j'ai une grosse attitude horaire, on peut justement avoir cette longévité grâce à un entraînement de qualité. Hein. Donc là, on rentre totalement en phase avec ce que tu préconises. Donc, il est important de savoir que l'effort doit être extraordinaire. Il ne faut pas penser un seul instant que c'est de la promenade. Hein. C'est pas de la promenade de dimanche. Hein. C'est-à-dire que l'effort est extraordinaire, mais c'est un effort extraordinaire que le muscle lui seul crée. En essayant, si tu veux, d'éviter de faire en sorte que d'autres facteurs extérieurs, d'autres forces extérieures, d'autres sources extérieures créent l'effort. C'est le muscle qui crée l'effort. C'est pas si tu veux, le corps qui va prendre un élan. C'est pas le déplacement du corps qui va faciliter le soulevé de la charge. C'est pas la vitesse d'exécution. C'est pas le mouvement partiel. C'est pas tout ça. C'est uniquement le muscle qui va être responsable du soulevé de charge, du mouvement, et ce jusqu'à l'échec musculaire. Il est question d'échec musculaire, il est question d'un effort extraordinaire, d'un effort important, d'un effort intense. Autrement, on ne pourra pas parler de stimulation de la croissance musculaire. On parlera de stimulation, oui, d'isolation, oui, mais pas d'isolation, de stimulation au point de faire en sorte que le muscle, pour s'adapter, va grossir. Tout à fait. Alors là, tu me tends le bâton, non pas pour me faire battre, mais pour nous dire, et dire à tous les internautes qu'il y aura tellement de points à aborder que les internautes comprennent d'ores et déjà qu'il va y avoir une longue série de vidéos dans lesquelles on détaillera donc tout ceci point par point. Alors avant de terminer pour aujourd'hui, parce que les internautes, eh oui, pour aujourd'hui c'est presque terminé, nous on va continuer avec Francis parce qu'on est sur la lancée. J'espère qu'en tout cas que ça vous a plu hein, avant qu'on termine avec Francis, parce qu'on va parler encore de 2-3 points. J'espère que vous allez vous mobiliser pour partager cette vidéo sur YouTube, la liker, nous laisser des commentaires sous la vidéo, nous laisser des commentaires sur nos Facebook respectifs. Vous verrez que dans les prochains magazines Bodybuilding Roots également, à l'intérieur du magazine, il y aura des zones commentaires. Donc ça, c'est la petite nouveauté que je donne au passage à l'amélioration du magazine. Donc voilà, une longue série pour en apprendre énormément grâce à Francis Benfat. Oui, c'est important. Je t'en prie, Francis, oui. C'est important que les gens interviennent, c'est important que les gens commentent,
questionne et même critique. Un point de vue extrêmement intéressant de Francis Benfat, donc on a la chance d'avoir aujourd'hui. Une interaction avec vous, les internautes. Donc ne vous en privez pas. Intervenez, commentez, comme a dit Francis, critiquez. Essayez d'être objectif quand même. Hein. Les attaques pures et dures, non fondées, moi je les mettrai de côté. Par contre, tout commentaire intelligent qui permet de faire avancer le débat sera pris en compte et sera même abordé dans des prochaines vidéos. Puisque vous l'avez compris, donc chers internautes, c'est un débat qui est très controversé. Entraînement lourd, entraînement léger, mi-lourd, série longue, série courte, entraînement explosif, lent. Bon, il y a tellement de paramètres. Chez vous, athlètes, personnes lambda, mais quand même, le point commun, c'est qu'on veut tous progresser, se développer. Donc, si on peut y arriver, encore une fois, grâce à la technique de Francis, de manière optimisée, ciblée, sans annihiler tout son système nerveux et parce qu'on a nos propres vies à côté. Hein. On travaille, en l'occurrence, moi je suis quadragénaire, donc je travaille beaucoup toute la journée. Je ne peux pas me permettre de faire un entraînement d'1 heure et demie avec des charges extrêmement lourdes. Alors, petit aparté pour toi, Francis, on en a parlé une première fois, mais pour les internautes qui nous écoutent, moi je m'entraîne 45 minutes, en gros, hein, en moyenne, intensément, de manière hyper ciblée, un peu au feeling, entre guillemets, hein, comme disent les Américains, en fonction de mon état du jour, de ma fatigue nerveuse, de ce que je me sens capable de faire, en fait. Voilà, donc, les internautes, c'est tout pour aujourd'hui. Hein, Francis, je vais te laisser le mot de la fin et surtout ce qu'on va aborder dans la prochaine vidéo, hein, c'est-à-dire que ça concerne tout le monde, n'importe quel âge, donc je te laisserai en parler juste après. Donc, nous, les internautes, je vous dis au mois prochain, restez connectés, partagez, commentez, likez, donnez-nous des pistes aussi de discussion. À très bientôt. Francis, à toi pour le mot de la fin. Donc, oui, encore une fois, il est important que vous interveniez de façon à faire avancer les choses et de façon à mieux comprendre la méthode d'entraînement et cette façon de s'entraîner. Puisque chacun a compris, peut comprendre certaines choses, mais d'autres personnes ne vont pas comprendre avec nos explications la méthode de façon complète. Donc c'est important que vous posiez vos questions, des questions qui soient personnelles, de façon à ce qu'on puisse expliquer différemment la méthode. Voilà, tout simplement, il faut pouvoir expliquer la méthode à tout le monde, de façon à ce qu'un grand nombre la comprenne. Très bien. Francis, encore un grand merci hein, de participer à cette aventure qu'est Bodybuilding Roots Magazine. Moi, tout plaisir est pour moi. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est quelque chose de très important pour moi. Comme tu le sais, j'ai acquis une expérience, j'ai acquis des connaissances et j'aimerais les faire partager au plus grand nombre. Et je sais que Bodybuilding Rule, le magazine virtuel que tu as conçu, est un magazine qui prend de l'ampleur chaque mois qui passe et c'est pour ça que c'est une opportunité pour moi que de pouvoir toucher un grand nombre de personnes et notamment de gens qui s'entraînent et donc j'aimerais mettre à leur service mes connaissances, mon expérience et mon passé en tant que bodybuilder amateur et professionnel. Eh bien alors, je dirais simplement la chose suivante, c'est que c'est totalement réciproque et je te remercie encore donc, pour cette chance que j'ai et que tous les internautes auront grâce à cette série de vidéos. Francis, je te dis... C'est une situation gagnant-gagnant pour tout le monde. Exactement. Je te dis au mois prochain, nous dans quelques minutes et pour tous les internautes au mois prochain. Bodybuilding Roots, n'oubliez pas bodybuildingroots.com. Au mois prochain. Ciao Francis. Ciao, ciao.